Merci pour votre constante fidélité à Chérifla Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau tour d'information d'ici et d'ailleurs. Cheikh Mahamadou Lamine Dème, membre du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, vient de doter la localité de Banankoro, dans l'arrondissement de Sanankoroba, d'une nouvelle station de radio dénommée Radio Baté FM 96.1 MHz. La cérémonie d'inauguration de cette infrastructure s'est déroulée hier jeudi 23 avril à Banankoro. Autorités administratives, politiques et chefs coutumiers de la dite localité sont venus pour être témoins de ce geste patriotique. Samaïra Sanogo et Baba Keita nous en parlent. La radio est le média le plus accessible, le moins coûteux et le mieux adapté quand il s'agit d'atteindre les communautés les plus isolées ou les plus défavorisées. C'est fort de cette conviction que Cheikh Mahamadou Lamine Dème s'est engagé à se doter de la radio pour soutenir les acteurs du secteur de médias et se rapprocher de sa population. Un geste fortement apprécié à juste titre par les bénéficiaires par une cérémonie débutée par la lecture du Saint-Coran et 1 minute de silence à la mémoire des victimes du Covid-19. Toute la population de Sanangoroba, précisément la population de Banangoro, nous sommes très contents de l'ouverture de cette station FM de 96.1 dans notre communauté. Cette radio-là va beaucoup contribuer à le développement de notre communauté par rapport à la communication, à l'information, des informations des médias. En raison de l'importance de la radio et de la place qu'elle joue dans la vie quotidienne, le PDG, Cheikh Mahamadou Lamine Dème, s'est réjoui de la réalisation de l'infrastructure qui va contribuer sans nul doute à la réduction du chômage. Pour mieux cerner les enjeux de cette ouverture, il est de rappeler le contexte de la radio Baté FM. La radio est née de la volonté du promoteur de renforcer l'accès à l'information, un moyen incontestable de contribuer au rayonnement de l'espace audiovisuel radiophonique national. La radio est le média le plus accessible, le moins coûteux, le mieux adapté quand il s'agit d'atteindre les communautés les plus isolées, les plus défavorisées. La radio est le moyen par excellence le plus privilégié pour chacun, pour chacune, quel que soit son niveau, de prendre part au débat public. Conscient de cela, le promoteur, Cheikh Mohamed Lamine Dème, s'est engagé à se doter de cette radio pour soutenir les acteurs du secteur des médias et davantage se rapprocher de sa population. Les autorités administratives de Sanankoroba ont chaleureusement remercié Cheikh Mahamadou Lamine Dème pour tous ses efforts fournis au quotidien allant dans le sens du développement de Banankoro. C'est un sentiment de bonheur, de joie. Et la radio, comme je l'ai dit, vient à point nommé parce que on est en train de sensibiliser la population face au Covid-19. Cette radio va nous aider vraiment à sensibiliser la commune quand même de Sanankoroba. C'est très important. Donc nous venons de voir le studio de la radio tout de suite, c'était vraiment impressionnant. Et nous avons conseillé aux promoteurs de nous recruter des vrais animateurs pour vraiment faire son travail. Et parce que le rôle d'un bon animateur est très important par rapport à la sensibilisation au travail. Vu la communication même, il faut toujours un bon animateur pour bien communiquer. Donc vraiment, c'est un sentiment de joie, comme je le dis, de bonheur pour la commune de Sanankoroba. Notre accompagnement est qu'on est à la disposition du promoteur. Nous allons l'accompagner parce qu'il a posé tellement des actes de qualité dans notre commune ou dans notre arrondissement qu'on est obligé de l'accompagner. La coupure du ruban symbolique suivie d'une visite des locaux de la radio Baté FM 96.1 MHz et des séances de bénédiction ont mis fin à la cérémonie.
Autre sujet d'action de bienfaisance, et cette fois-ci avec l'Association pour la promotion de la santé, de l'éducation et de la culture qui, à travers son président, a procédé à une importante remise de dons de kits sanitaires composés de cache-nez, de gants, de blouses et de savons liquides qui rentrent dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. La remise a eu lieu ce jeudi 23 avril sur le site de la décharge de Lafiabougou. Amadou Kamara et Ablé Sougoudou. Cette cérémonie de remise de kits sanitaires composée de cache-nez, de gants, de blouses et de savons liquides est une initiative de l'Association pour la promotion de la santé, de l'éducation et de la culture en vue de venir en aide aux femmes travailleuses dans les ordures de la décharge de Lafiabougou, et cela dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la maladie à coronavirus. Aujourd'hui, depuis 3 mois, on ne parle que de coronavirus. Une maladie qu'on dit que ça vient par un virus ou le rapprochement, la saleté. Bon, nous avons réfléchi qu'il y a des braves dames qui sont là et puis des charités, mais nous avons commencé par les dames qui vivent de cette saleté. Et pour eux, qu'est-ce qui doit se passer? Bon, nous avons réfléchi avec quelques amis et nous avons eu la chance d'avoir des cache-nez. Comme le président même dit, une personne a un cache-nez. Et des blouses que nous avions eu, ils peuvent travailler avec ça et rester, des gants et puis quelques liquides de savon pour laver les mains. Et pas que ça soit une occasion de coronavirus seulement, on a promis à eux de donner des mercurochrome, des cotons, des sparadraps, que des gens qui travaillent sur cette colline d'ordures peuvent se blesser chaque fois. Et nous avions promis, même si c'est une fois par mois, d'avoir un jeune infirmier pour venir faire des dépistages de diabète, essayer de les voir, les maladies qui peuvent venir. On n'a pas les moyens de les soigner, mais on peut savoir quand même en début quelles sont les difficultés sanitaires qu'ils peuvent avoir et les orienter vers les centres de santé. Ça, c'est un devoir de social que nous voulons. Nous sommes au marché, le peu d'argent que nous avions, que chacun ait une bonne idée à l'endroit de l'autre et puis à l'endroit du pays. Je crois que c'est ça, la paix même, c'est ça, le bonheur de la vie. Qu'on ait pitié l'un de l'autre. Avoir pitié de quelqu'un n'est pas dire d'enlever tout ce que tu as sur soi pour le donner. Le peu que tu as, c'est ce qui est demandé dans le Coran. Nous sommes à l'approche du Ramadan et tous les amis que nous avons conviés ici pour venir voir un jour, quelqu'un peut faire plus que moi. Présent à cette rencontre, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé a, au nom de sa structure, remercié et félicité les donateurs de cet important don. Ma présence ici, comme vous le constatez, nous avons été invité par une association partenaire qui se propose ce matin de faire une donation au sein d'une population, d'une couche vraiment très très défavorisée. Nous sommes là, vous-même vous voyez, la plupart des charretiers qui rentrent, la plupart des femmes qui ramassent les ordures n'ont pas de masque. Ils n'ont absolument rien pour se protéger contre l'épidémie. Donc aujourd'hui, quand une association volontaire se propose de donner des masques, des gants à ces personnes, vraiment nous ne pouvons que saluer. Et c'est ça l'objet de notre visite, pour venir soutenir M. Koïta vraiment dans cette initiative. Plusieurs personnalités présentes à cette cérémonie ont apprécié ces gestes de grande solidarité agissante à l'endroit des couches les plus défavorisées de la société. Dieu merci notre ami et collègue El Hadj Dantouma Koïta, avec qui nous faisons beaucoup de choses dans l'humanitaire, a voulu organiser ce matin une cérémonie de remise de kits aux travailleurs des ordures, c'est-à-dire les charretiers et puis les femmes et hommes qui viennent pour faire le tri des ordures. Donc il a jugé nécessaire que nous venions l'accompagner dans cette action, parce qu'au moment où nous vivons à l'ère du coronavirus, il a souhaité amener des masques, des gants pour remettre à ces bonnes dames, à ces gens, et puis avec des produits, des médicaments aussi, des produits de nettoyage, les savons. Donc c'est pour cela que nous sommes retrouvés ici ce matin. À noter que l'Association pour la promotion de la santé, de l'éducation et de la culture est créée en 2010 en République du Mali et compte aider ces femmes et ces hommes qui, de jour comme de nuit, bravent tous les risques de ce virus.
Nous sommes vendredi 24 avril 2020. La communauté musulmane du Mali, à l'instar du reste de la Oumma islamique, entame le mois béni du Ramadan, quatrième pilier de l'islam. Comment les fidèles musulmans du Mali abordent-ils le Ramadan en cette période de crise sanitaire due au Covid-19? Élément de réponse dans ce reportage d'Al-Hamidou Badine et Sambake Tratraoui. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit tout comme il a été prescrit à vos devanciers afin que vous atteigniez la piété. C'est en ces termes qu'Allah énonce l'accomplissement du quatrième pilier de l'islam, le mois béni de Ramadan. Vendredi 24 avril, ce mois d'abstinence commence sur l'ensemble du territoire national. Le mois de Ramadan, c'est un mois de pardon, c'est un mois où il faut vraiment prier, demander au bon Dieu de nous aider. Surtout en cette période de pandémie où au Mali on est touché, on peut dire qu'on est touché, il y a beaucoup de contaminés, beaucoup de cas de décès, que Dieu nous en garde. Nous allons demander aux plus hautes autorités d'assister tout le monde par rapport à tout ce qui est denrées alimentaires. Le mois de Ramadan a lieu dans un contexte particulier cette année avec la pandémie actuelle de coronavirus et son corollaire de crise économique. Ça, c'est une coïncidence malheureuse. Aujourd'hui, la pandémie avec le mois de Carême, c'est une coïncidence malheureuse. Mais Dieu est grand. Tout ce qu'il fait est bon. À ce niveau, on doit remercier très sincèrement le président de la République qui a pris ces mesures pour apaiser la situation des fidèles musulmans à bien accomplir leurs devoirs religieux. C'est vraiment le moment d'appliquer ces règles. Il y va du soulagement des citoyens, surtout qui ont des revenus modestes. Donc, normalement, au niveau dans tout le domaine, les gens doivent respecter ces mesures pour soulager, je dis bien pour soulager les fidèles à bien accomplir leurs devoirs. Face à cette situation, la société civile se mobilise et attend vivement la concrétisation des mesures sociales énoncées par le chef de l'État lors de son adresse à la nation, mesures visant notamment à assister les couches les plus démunies de notre pays. Alors, nous remercions le président de la République d'avoir pris des initiatives. Il a annoncé dans son discours un montant assez conséquent qui sera certainement revu à la hausse. Il a montré l'exemple lui-même en donnant 3 mois de son salaire, ceux du Premier ministre et les autres ministres. Un budget de 500 milliards a été voté pour faire face à cette pandémie. Il y a 100 milliards qui vont aller dans les familles démunies. Vous avez une réduction de factures d'électricité et d'eau pour certains. D'autres seront également gratuits selon la catégorie. Dans son discours, le président de la République a mentionné la société civile. Nous avons créé un comité au sein de la société civile pour la suivi efficiente et efficace de l'application des instructions de la République. Comment ces fonds seront gérés et qu'ils puissent être destinés aux personnes qui sont censées les avoir. Ce que nous, société civile, nous allons faire, et on va éviter à ce qu'on ait Corona Gate et qu'on ait Corona Business, et on va jouer pleinement notre rôle. En ce qui concerne la diaspora, vous savez, la diaspora malienne est l'une des plus grandes diasporas en termes de dynamisme au monde. Et un pays comme le Sénégal a voté 12 milliards pour sa diaspora. 12 milliards a été mis à la disposition du ministère des Affaires étrangères sénégalais avant-hier. Nous encore, on tarde à savoir quel est le montant que le gouvernement a alloué à la diaspora malienne. Nous demandons pas moins également de 10 ou 12 milliards parce que nous représentons plus de 1000 milliards d'emplois par an et plus de 20% de notre PIB. Pendant plusieurs semaines, les fidèles musulmans vont se passer de boire, de manger et d'entretenir toute relation charnelle de l'aube jusqu'au crépuscule. Ramadan Moubarak aux musulmans et musulmanes du monde entier.
Voilà, toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, selon la plus importante étude réalisée dans l'État de New York, dont les résultats ont été dévoilés jeudi par le gouverneur Andrew Cuomo, 13,6% des personnes de l'échantillon choisi au hasard à la sortie des magasins restés ouverts ont été infectées par le nouveau coronavirus. Dans la ville de New York, la proportion monte à 21,2%. Fatmata Kanea nous en parle. Plus d'un New-Yorkais sur 5 a été déjà infecté par le nouveau coronavirus, selon les résultats préliminaires d'une étude réalisée sur un échantillon de 3000 personnes, a indiqué jeudi 23 avril le gouverneur de New York. Cette récente étude est la plus importante. À ce jour, réalisée dans cet état de quelques 20 millions d'habitants, le plus durement touché par le Covid-19 dans le pays, afin de déceler la présence d'anticorps révélateurs d'une infection au coronavirus. Les personnes ont été choisies au hasard à la sortie de magasins restés ouverts et sont donc des gens qui, sans être des travailleurs jugés essentiels, sortent de ce jeu malgré la pandémie, a précisé le gouverneur. En moyenne, quelques 13,6% des personnes testées dans l'État avaient des anticorps indicateurs d'une infection, avec de grosses différences selon les régions. Outre un taux d'infection de 21,2% dans la ville de New York, la région où le taux le plus élevé était Long Island. C'est dans cette région des grandes plages que se sont réfugiés beaucoup de New-Yorkais, et eux le temps du confinement. Mais c'est aussi dans certaines villes de Long Island qu'on trouve de grosses communautés hispaniques avec beaucoup de travailleurs employés dans les supermarchés où les services de livraison restent ouverts pendant le confinement. La plupart des autres régions plus rurales avaient un taux d'infection très faible de quelques 3,6% seulement. L'État de New York a déjà enregistré de plus de 15 000 morts et 263 cas positifs au coronavirus. L'étude doit aider à déterminer quelques régions pourraient entamer un déconfinement progressif. Nous restons aux États-Unis d'Amérique où un responsable du gouvernement américain a fait part jeudi d'une étude montrant que le soleil et la chaleur pourraient affaiblir le nouveau coronavirus. Cette thèse ne fait pas cependant l'unanimité pour l'instant au sein de la communauté scientifique et le président américain Donald Trump lui-même se montre prudent. Moussa Fomba. Le virus meurt le plus rapidement en présence directe de rayons du soleil, a déclaré William Bryan, le patron de la Direction générale de la science et de la technologie du ministère américain de la sécurité intérieure, lors d'un point de presse quotidien à la Maison-Blanche. Ce responsable de l'administration Trump cite une étude récemment faite par le Centre national de biodéfense, selon laquelle le Covid-19 survit mieux à l'intérieur et dans des conditions de sécheresse, tandis qu'il perd de sa force lorsque la température et l'humidité grimpe, en particulier lorsqu'il est exposé aux rayons du soleil. Cette étude pourrait alimenter les espoirs que le nouveau coronavirus va imiter le comportement d'autres maladies respiratoires comme la grippe qui sont généralement moins contagieuses en période estivale. Mais cela ne signifie pas que l'agent pathogène soit éliminé entièrement. Des études précédentes avaient montré que le virus survivait mieux dans des conditions météorologiques froides et sèches plutôt que chaudes et humides. Le taux de propagation moindre de la maladie dans les pays de l'hémisphère sud où c'est le début de l'automne avec un temps encore chaud semble aussi soutenir cette théorie. Pourtant, le coronavirus s'est aussi avéré meurtrier dans des lieux comme Singapour alors que la température y était estivale, mettant en doute un lien entre le comportement du virus et facteurs environnementaux. Une étude menée par des chercheurs français a pour sa part montré que le Covid-19 pouvait survivre à des températures élevées. Et aux États-Unis, un panel de l'Académie nationale des sciences a affirmé dans un rapport envoyé à la Maison-Blanche début avril qu'il était peu probable qu'un climat plus chaud empêche de manière significative la transmission du virus. Donald Trump lui-même a déclaré jeudi que les observations des chercheurs devaient être interprétées avec précaution. Il a toutefois dit aussi y voir la justification de propos tenus ultérieurement sur un possible recul de l'épidémie pendant l'été. Nous restons avec Moussa Fomba pour le commentaire du reste de l'actualité africaine et internationale en bref et en images. La riposte sanitaire commune appelle aux banques centrales pour soutenir les PME, mais aussi le secteur informel. Les 15 chefs d'État et de gouvernement réunis pour ce premier sommet virtuel de la CEDEAO ont choisi de mettre sous le tapis les tensions et les crispations pour faire front commun contre le coronavirus. En choisissant de privilégier des réponses communautaires, les 15 chefs d'État et de gouvernement ont choisi le langage de la raison et l'unité comme rempart à une crise sanitaire dont les répercussions économiques et sociales sont déjà
déjà très forte dans la zone. Plein de questions restent en suspens, notamment celles sur moyens financiers nécessaires pour juguler la récession en ligne de mire pour les pays de la CEDEAO si le monde reste confiné et surtout si le coronavirus continue sa propagation en Afrique. Mais à 1 mois et quelques jours des 45 ans de leur communauté, les 15 retrouvent les fondamentaux de la CEDEAO, un pour tous et tous pour un. Dans les hôpitaux canadiens, ce sont des patients qui viennent complètement déshydratés en insuffisance rénale parce qu'ils n'ont pas assez bu depuis de nombreux jours. Des personnes âgées dans des maisons de repos au Canada sont mortes non pas du coronavirus, mais à cause d'un manque d'eau et de nourriture, s'alarme un urgentiste. Cette situation est due à la pénurie de personnel dans les centres. Le Premier ministre canadien a annoncé le 23 avril l'envoi de l'armée en renfort au Québec et à Ontario pour combler les pénuries de personnel dans les résidences pour personnes âgées touchées de plein fouet par l'épidémie de coronavirus. Nos militaires iront prêter main forte comme ils le font toujours, mais il ne s'agit pas d'une solution à long terme. Au Canada, ce n'est pas nos militaires qui devraient prendre soin de nos aînés, a prévenu Justin Trudeau lors de sa conférence de presse quotidienne devant sa résidence d'Ottawa. Près de 4 mois après les résultats contestés de la présidentielle bissau-guinéenne du 29 décembre 2019, dont Umaru Sissoko Embaló avait été proclamé vainqueur par la Commission électorale nationale, la CEDEAO a annoncé mercredi qu'elle reconnaissait sa victoire tout en demandant la nomination d'un nouveau Premier ministre. Umaru Sissoko Embaló avait limogé le Premier ministre Aristide Gomez du PAIGC, nommé à la suite d'une médiation de la CEDEAO et désigné un gouvernement dirigé par son allié Nuno Gomes Nabiam, arrivé 3e à la présidentielle avec 13%. La CEDEAO lui a demandé de procéder à la nomination d'un Premier ministre et d'un gouvernement au plus tard le 22 mai 2020, conformément aux dispositions de la Constitution, notamment celles relatives aux résultats issus des élections législatives. La CEDEAO préconise par ailleurs de réformer la Constitution fréquemment accusée de favoriser l'instabilité. Arrivé 2e lors de la présidentielle du 22 février, Gabriel Agbeyome Kodjo revendique toujours la victoire au Togo. Après la levée de son immunité depuis mi-mars, il a été arrêté à son domicile mardi dernier. 72 heures après son interpellation, Gabriel Agbeyome Kodjo est toujours en garde à vue selon le procureur de la République et l'enquête suit son cours. Fulbert Sassou Atisso, le coordinateur général de la dynamique Kozro, et Brigitte Kafouye Adjamagbo Johnson, sa porte-parole, ont été entendus comme témoins. Ils doivent retourner au service central des renseignements ce vendredi 24 avril pour signer les procès-verbaux. 3 églises, protestantes et catholiques, initient une démarche avec pour objectif de trouver une issue à ce qui apparaît désormais comme une crise politique. Cette initiative semble être mal acceptée par le gouvernement. Les autorités camerounaises avaient initialement démenti les accusations quant à l'implication de soldats dans le massacre de Ngarbou, survenu dans la région du Nord-Ouest le 14 février dernier. Les faits incriminés remontent au vendredi 14 février, au cours d'une opération dite de reconnaissance menée par l'armée dans les villages de Ntoubaou et Ngarbou. Un assaut avait été donné sur un camp, renseigné comme étant une base sécessionniste à Ngarbou 3. Après de violents combats, de nombreux villageois avaient été tués par balles et des maisons incendiées. James Noonan, chef du bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, dressait alors un bilan d'au moins 22 morts, parmi lesquels 14 enfants. Mais ces accusations avaient été rapidement démenties par l'armée camerounaise. Voilà, c'est tout pour ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Bon début de mois de carême à l'ensemble de la communauté musulmane d'ici et d'ailleurs. Bonsoir.